Ok, a priori là on est en live. Je vais quand même vérifier que ça s'est bien lancé, là, comme on avait notre petit accrochage au début. Ok, ouais, c'est tout bon, nickel. Ok, ben, bienvenue à tous pour ce nouveau brunch conférence de For Food Solutions, qui sera sûrement du coup le dernier de l'été. Après, on va prendre des vacances au mois d'août. Donc, on va accueillir aujourd'hui Victorien Picolet, qui est l'un des auteurs de la Gazette. Vous pourrez retrouver déjà le premier article qu'il a écrit dans le numéro gratuit qui est disponible sur le site et qui traitait donc de raideur de jambes à la course à pied. Voulant savoir un petit peu plus sur ce sujet, donc c'est pour ça qu'on va en discuter un petit peu pendant 30 minutes. On va parler un peu biomécanique du coureur et puis du coup ce paramètre en particulier, ce que ça peut nous apporter en tant que clinicien, en tant que coach ou autre. Donc Victorien, déjà je te laisse te présenter, puis présenter la structure A2S dans laquelle tu travailles pour nous dire un peu ce que tu fais au quotidien là-bas. Oui, bonjour à tous. Merci Clément pour me donner la parole. Et puis, en effet, aujourd'hui, le petit topo, c'est voilà, on va parler de Raider et ça résumera une partie de l'article qui est présent dans la Gazette. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent aller un peu plus loin, n'hésitez pas à lire cet article-là et puis d'ailleurs tous les articles qui sont dans la première édition de la Gazette. Peut-être pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Victorien Picolet. Moi, je suis issu de l'univers STAPS avec un master et puis j'ai enchaîné sur une thèse qui n'est pas encore soutenue, mais plutôt autour de la biomécanique du sujet âgé. Et puis, suite à différentes expériences, à la fois dans le privé et dans le public, j'ai décidé de créer une entreprise qui s'appelle Analyse Sport Santé, donc depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Et c'est une structure qui a pour objectif principal de mettre sur le terrain des tests et des évaluations scientifiques, donc à la fois pour les sportifs, mais aussi pour d'autres types de publics. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif central de A2S. Voilà, je suis situé à Lyon. Et puis, pour vraiment être concret dans les choses, j'ai trois axes au sein de cette société-là. Un axe qui est dédié aux sportifs et à l'évaluation du sportif. Donc, c'est assez large, mais typiquement sur le runner, on essaie de dresser une cartographie complète de ses capacités physiques, de manière derrière à pouvoir l'orienter sur l'amélioration de ses points faibles, la limitation de ses risques de blessures et puis l'amélioration de ses performances. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, l'axe principal. Et ensuite, les deux autres axes, c'est un axe orienté sur de l'ergonomie, mais plus axé sur la formation en entreprise. Et puis, le troisième axe, c'est de l'activité physique adaptée, où là, je m'entoure de profs d'APA pour faire des séances d'APA dans les institutions et dans notre labo. Voilà, pour faire court et pour dresser un peu l'univers A2S. Et en dehors de ça, il me semble que tu avais l'habitude de bosser avec des podos aussi. Ouais, tout à fait. Alors ça, depuis maintenant plusieurs années, même avant de créer la société. Et puis maintenant, j'interviens aussi bien en direct dans des DU de podologie du sport, par exemple à Lyon. Et puis, j'accompagne aussi, ou je suis en lien avec des podologues sur des thématiques de recherche ou sur des tests un peu plus spécifiques. Récemment, on a fait ça sur des volleyeurs pour essayer de quantifier les impacts lors de différentes semelles. Enfin voilà, je suis toujours en lien et j'aime bien l'approche que vous avez, vous, les podologues, justement sur l'approche plutôt biomécanique. Et moi, je viens greffer un peu l'évaluation sur cette approche-là. Ok, ça roule. Mais du coup, je vais te mettre le PowerPoint là pour la petite Ouais. présentation. Hop. Ok, nickel. Alors voilà, ok, c'est parti. C'est tout bon, Clément, ouais. Bon, parfait. Alors oui, comme l'a dit Clément en introduction, on va parler un petit peu d'un concept biomécanique qui est de plus en plus connu maintenant et qui est la raideur. Et plus particulièrement, on va voir la raideur en running. Donc, pour introduire un petit peu ce concept-là, il faut un postulat de base. Ce postulat de base, il est de représenter en fait le membre inférieur comme un ressort qui va être chargé par une masse. Donc ça, c'est notamment en course à pied et lors de la répétition de saut. C'est un concept qui date depuis maintenant quelques années. Voilà, il faut avoir cette représentation-là pour ensuite, on va dire, mettre en place des modèles mécaniques et biomécaniques qui vont nous permettre
de parler de raideur. Donc, il faut garder en tête que la raideur, elle vient d'un modèle qu'on appelle le modèle Mass-Rosser qui est représenté ici. Voilà. Et puis avant de parler vraiment de raideur, j'aimerais juste faire la différence et bien le distinguo entre les deux. La raideur dont je vais vous évoquer durant les 4-5 slides là qui vont arriver, on parle bien d'une raideur de membre inférieur et ça n'a rien à voir avec un manque de souplesse des membres inférieurs. C'est vraiment une raideur plutôt dynamique et si on voulait être précis, on parlerait plutôt de raideur musculaire active de la jambe. Voilà, une raideur musculaire active de la jambe. Donc, c'est une raideur qui est forcément dynamique et qui n'a plus rien à voir avec un manque de souplesse qu'on pourrait réaliser sur différents types de tests en statique ou en mouvement passif. Voilà, donc il faut représenter le membre inférieur donc, comme un ressort, d'après le modèle dont je viens vous présenter. Et donc, le ressort, comment on le caractérise? La plupart du temps, on caractérise un ressort avec une raideur. On quantifie une raideur pour modéliser un ressort. Donc, c'est ce qu'on va faire sur le membre inférieur. Et donc, de manière assez simple, pour caractériser ce membre inférieur, on va essayer de mesurer une raideur et qui se calcule depuis maintenant de nombreuses années de cette manière-là, avec le rapport d'une force sur une variation de longueur. Donc, si on le met et si on l'adapte au membre inférieur, donc ça, c'est un schéma qui est issu des études notamment de Jean-Benoît Morin. On représente donc la raideur du membre inférieur, donc le K-leg qui est représenté ici, par la force maximale de réaction du sol, divisé par une variation de longueur, ici la variation de longueur du membre inférieur. Voilà, donc c'est concrètement comment on pouvait calculer la raideur de ce membre inférieur il y a quelques années. Ce concept de raideur, il est étudié maintenant voilà, depuis plusieurs années et on sait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il est assez constant en fonction de la vitesse de course. Donc, vous allez voir, on va en tirer des conclusions, mais c'est les répercussions des différents articles qui ont été mis en place. Donc, cette raideur de jambe, elle reste assez stable en fonction de la vitesse de course et elle est peu influencée par la gravité. Et ensuite, il y a une chose aussi qu'on sait depuis quelques temps, c'est que les résultats de raideur de jambe, elles sont assez constantes en fonction des espèces animales. Donc, nous, notre raideur de jambe, elle est assez constante en fonction de la vitesse, mais c'est également le cas pour les chevaux ou d'autres types d'espèces animales. Tout ça pour tirer une ou deux conclusions, qui est que la raideur de jambe, c'est une caractéristique qui est plutôt une caractéristique intrinsèque du membre inférieur et qui va être assez peu influencée par les conditions de la locomotion naturelle. Ça veut dire que cette caractéristique-là de raideur de jambe, elle va être propre à chacun et elle va être assez peu modifiable. Elle l'est dans certains cas quand on va modifier la rigidité de la surface et lorsque la fréquence de pas, elle varie. Et si on veut être même plus précis, plutôt que de parler de fréquence de pas, ça va être plutôt quand le temps de contact va varier que notre raideur de jambe, donc K-leg, va varier. Et on peut l'évoquer tout de suite, mais plus mon temps de contact va être bref, plus ma raideur de jambe va être importante. D'accord? Donc, avec ces deux petites conclusions déjà de base, on voit rapidement l'importance de quantifier une raideur et cette fois-ci une raideur de jambe, à la fois sur la modification de chaussage, de l'insert d'une semelle, par exemple, pour vous les podologues, de comparer une course chaussée pieds nus. Enfin voilà, tout de suite, la raideur de jambe, on voit l'intérêt qu'elle peut avoir à la fois sur la partie performance, mais aussi sur la partie, on verra, risque de blessure, entre guillemets. Ce concept de raideur, comme vous l'avez vu, il est donc quantifiable avec la force maximale et un déplacement vertical. Donc, il y a quelques années, la problématique, c'était que c'était assez compliqué de le mettre en place sur le terrain et également dans des cabinets. Ou alors, il fallait être équipé d'une plateforme de force, d'un système d'analyse du mouvement 3D ou autre, mais du moins d'avoir un système qui permet de mesurer ce déplacement vertical. Depuis 2005 et l'étude de Morin et collaborateurs, on a une méthode beaucoup plus simple qui nous permet de calculer cette raideur de jambe. Et donc, il y a certains paramètres qu'il faut avoir et qui sont assez simples à obtenir. Donc, il faut la masse du sujet, il faut le temps de contact, le temps de vol et la vitesse horizontale de course. Donc, ces trois paramètres-là, j'ai mis un iPad en photo parce que voilà, avec certaines applis, ils sont hyper simples à mesurer, à quantifier sur tapis ou même en extérieur. Donc, c'est vraiment maintenant une méthode simple pour le coup. Et le dernier paramètre, c'est mesurer la longueur de jambe, donc du grand trochanter, jusqu'au sol sur une station debout bipodale. Voilà, donc c'est depuis 2005, on peut quantifier cette raideur de jambe assez simplement. Voilà, donc ça, c'était plutôt pour introduire le concept de raideur de jambe.
Et puis, il y a quelques années, on a développé aussi un nouveau concept qui est plutôt la raideur verticale. Et donc, on va faire le distinguo entre les deux parce que vous allez voir que ces deux raideurs, la raideur de jambe et la raideur verticale, elles ne caractérisent pas tout à fait la même chose et elles ont toutes les deux une importance quand on veut caractériser un sportif ou non d'ailleurs, mais quand on veut caractériser une personne et parler de biomécanique de course. Donc, pour parler de la raideur verticale, cette fois-ci, on décrit plutôt un dynamisme de course, même un dynamisme des appuis lors de la course, et on fera plutôt le lien avec la technique de course. Donc là, c'est plus une qualité intrinsèque. Cette raideur de verticale, elle va varier en fonction de beaucoup d'autres paramètres, et elle va être plutôt en lien avec ma technique de course. Et on sait notamment que la raideur verticale, elle augmente avec la vitesse de course. Donc plus votre vitesse augmente, plus votre raideur verticale va augmenter. Sur la méthode de calcul, elle est assez simple et quasiment similaire à la raideur de jambe. La seule différence, c'est votre déplacement vertical qui va changer. Ici, on n'est plus sur la variation verticale de ma jambe, mais plutôt de la variation verticale de mon centre de masse. Donc, c'est ce qui vient différencier la méthode de calcul pour quantifier la raideur verticale. Là aussi, avec la méthode de Jean-Benoît Morin de 2005, vous pouvez la calculer aussi simplement avec les paramètres qu'on a vus juste avant. Voilà, donc bien le distinguo entre les deux. Raideur de jambe, plutôt une caractéristique intrinsèque de mon sportif ou de mon coureur. Raideur verticale, plutôt liée à ma technique de course, on va dire, et au dynamisme de mon appui. Voilà, il faut bien avoir le distinguo entre les deux. Maintenant, je vais rapidement vous expliquer, vous donner des exemples d'utilisation. Alors, sans être très précis, mais vous allez rapidement voir comment on peut utiliser ces deux raideurs-là. Dans le domaine de la comparaison, en effet, on peut comparer des sportifs entre eux et essayer de quantifier à la fois des différences de niveau par rapport à des sportifs. On sait également que les raideurs de jambes et les raideurs verticales, pour les deux raideurs, les sportifs élites possèdent une raideur qui est beaucoup plus importante, de par leur meilleure technique et de par aussi la quantité d'entraînement qui sera plus importante. Donc ça, c'est un paramètre intéressant à avoir. Et entre des sportifs de même niveau, les raideurs de jambes et verticales vont permettre de comparer à la fois les qualités intrinsèques et la technique de course des sportifs. On va pouvoir utiliser également ces raideurs dans de la comparaison de produits et notamment de la comparaison de chaussage. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure avec la présence ou non de semelles, mais ça peut être aussi comparer des produits avec différents matériaux sur des semelles extérieures, différentes épaisseurs, comparer le chaussage à la course pieds nus. Enfin, voilà, on peut vraiment comparer un grand nombre de choses et notamment avec la raideur de jambe qui est plutôt sujette à des modifications plutôt de terrain. Une autre comparaison que l'on peut faire, c'est des comparaisons de performance qui vont plutôt être liées à la raideur cette fois-ci verticale, ou pour un même athlète ou pour des athlètes qui vont avoir des niveaux de force musculaire qui vont être similaires, on va être en mesure de comparer des perfs sur du sprint par exemple, et elles pourront être en lien avec des modifications de raideur verticale. Donc là aussi, c'est un paramètre qui peut être important dans l'aspect plutôt performance et comparaison de performance sur différents sportifs. Si on veut l'évaluer et si on veut avoir un peu des valeurs de référence, donc on a des plages optimales à la fois pour la raideur verticale et la raideur de jambe, donc elles apparaissent là, vous les voyez. Ces valeurs optimales, en dessus ou en dessous, potentiellement il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas encore démontré de manière très fiable qu'il y a un risque de blessure en dessus ou en dessous de ces valeurs, mais en tout cas il y a un consensus qui est fait sur le fait que si on sort de ces plages-là, de manière haute ou basse d'ailleurs, il y a quelque chose d'anormal. Donc ça peut être un point de vigilance à avoir sur des sportifs que l'on va suivre ou sur des patients que l'on voit de manière régulière, de manière à essayer de détecter quelque chose d'anormal et de se dire attention, il y a une petite alerte à mettre sur la mesure ou sur le sportif qu'on a vu. Ça permet aussi de quantifier des asymétries entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Là aussi, il y a des premières études qui semblent faire le lien entre des asymétries importantes et potentiellement des risques de blessure. Mais là aussi, plutôt que d'aller directement en lien avec le risque de blessure, ça va être intéressant sur de l'évaluation prolongée de personnes, de patients ou de sportifs, de manière à essayer de voir s'il y a une asymétrie qui apparaît au bout d'un certain temps, se dire attention, il y a quelque chose justement qui ne va pas, qui se met en place et essayons de corriger ces asymétries avant que potentiellement il y ait un risque particulier derrière. Et enfin, on peut aussi quantifier des adaptations du corps, notamment sur du changement de sol.
Alors là, j'ai mis cet exemple-là parce que typiquement sur des footballeurs, par exemple, qui vont être amenés à jouer sur des synthétiques, sur de l'herbe naturelle ou sur d'autres types de terrains, eh ben, on peut avoir des adaptations qui vont se faire au niveau de la raideur de jambe. Et ça peut être intéressant de suivre cette adaptation-là et de voir est-ce que le corps adapte bien sa raideur en fonction du type de terrain. Et si ce n'est pas le cas, eh ben là aussi, essayer de mettre en place des choses pour que ça le devienne et éviter, encore une fois, la blessure sur du long terme. Voilà, donc c'est quelques points de comparaison et d'évaluation qui permettent de mettre en exergue l'intérêt de mesure de la raideur de jambe ou de la raideur verticale. Et puis enfin, le dernier point, c'est aussi le lien avec la fatigue et notamment la résistance à la fatigue. On connaît assez bien l'évolution de la raideur ou des raideurs même avec la fatigue. Et donc, ça peut être un point intéressant pour voir l'aspect performance, notamment d'un groupe. Alors là, il faut faire le distinguo entre deux types d'activités. Le sportif vraiment filière aérobie et l'ultra trailer, par exemple, avec vraiment de l'endurance, une dominante d'endurance. Et le sportif ou pour qui la fatigue va être une répétition d'efforts intenses et brefs, type répétition de sprint. Alors, on va distinguer les deux cas. Si on prend l'exemple du basketteur et du sport co, on va dire de manière générale, la fatigue va apparaître avec la répétition de sprint ou de saut. Et on sait que la raideur de jambe et la raideur verticale vont avoir tendance à diminuer avec justement l'apparition de cette fatigue. Alors, comment ça s'explique? C'est assez simple. C'est qu'avec la fatigue sur de la répétition de sprint, on va avoir une fréquence de pas qui va diminuer. Donc, on va allonger nos pas et on va avoir une variation verticale de notre centre de masse qui va être plus importante. Donc, si vous voulez, on va mettre plus de temps à emmagasiner, à restituer de l'énergie. Et on va avoir une variation verticale plus importante. Donc, ces modifications-là font que ma raideur de jambe, elle diminue avec ma fatigue. Donc ça, typiquement, ça peut être intéressant de suivre la raideur de jambe ou verticale parce que, comme je vous l'ai dit, elles suivent à peu près les mêmes directions avec la fatigue. Ça peut être intéressant de le faire pour évaluer un protocole d'entraînement que l'on veut mettre en place ou pour voir s'il n'y a pas de la fatigue qui se met en place dans un groupe sport co au fil de la saison, s'il n'y a pas de la fatigue qui se met en place et qui demanderait une phase de récupération un peu particulière sur tel et tel joueur, voilà, par exemple. Et puis, si on fait le lien maintenant avec le sport plutôt endurance, là aussi, Jean-Benoît Morin a mis en place des études et avait notamment évalué la raideur de jambe sur un ultra trailer qui avait fait Paris-Pékin pour les JO de 2008, justement. Et donc, ils avaient mesuré leur raideur de jambe sur de l'ultra distance. Et il s'est aperçu que la raideur de jambe, elle augmentait, tout comme la raideur de verticale, elle augmentait avec la fatigue. Alors ça, ils l'ont expliqué aussi de manière assez simple, c'est qu'avec la fatigue sur les sports d'endurance, on a tendance à vouloir limiter les impacts au niveau de nos articulations et limiter aussi les impacts au niveau musculaire. Donc du coup, on va avoir une longueur de pas qui va diminuer et on va augmenter notre fréquence de pas. Et l'augmentation de cette fréquence va faire que mon centre de gravité, il va avoir une position un peu plus rectiligne, il va avoir moins tendance à bouger dans la partie verticale, dans la dimension verticale. Et donc, ces modifications-là vont engendrer une augmentation de la raideur de jambe et de raideur verticale. Donc voilà, donc tout ça pour vous illustrer que faire le lien avec la mesure de raideur et la fatigue, ça peut être intéressant pour caractériser des sportifs et voir l'évolution avec la fatigue. Par contre, il faut faire attention en fonction du sport sur lequel on va faire les mesures et du profil de mon sportif sur l'évolution de la fatigue qui ne sera pas la même en fonction de la répétition de sprint ou des sports à dominante aérobie. Voilà, l'objectif de cette présentation, c'était de faire assez simple, et de manière à pouvoir répondre aussi à vos questions. Donc voilà, maintenant je suis disponible, on peut échanger rapidement sur des interrogations que vous pouvez avoir. Et j'espère que ça a été clair sur ces quelques slides. Si jamais ça ne l'a pas été, n'hésitez pas, je reprendrai et je vous réexpliquerai tout ça sans problème. Ok, merci Victorien pour la présentation, c'était clair. On avait pas mal d'exemples d'applications dans différents domaines, les normes un peu pour savoir comment situer cette métrique-là, donc c'est vachement intéressant. Ouais. Donc j'avais relevé une question là, de quelqu'un qui demandait déjà une asymétrie importante. À combien on estime que c'est une asymétrie importante?
Ben, c'est une bonne question. De mémoire, je suis pas sûr que ce soit clairement établi dans la littérature. C'est-à-dire qu'on pourrait pas, je pourrais pas donner un chiffre très précis. Faudrait creuser. Moi, je pars du principe que à partir vers 10%, allez, on va donner la barre des 10%. Moi, je considère qu'il y a une asymétrie qui est déjà importante. Donc, mais encore une fois, c'est mon pourcentage à moi. Hein, c'est celui que j'utilise. À voir si dans la littérature future, il y a des choses plus précises qui arrivent. Mais 10% pour moi, c'est une barrière qui est déjà importante. Ah, d'accord, ça marche. Et du coup, la question, combien de sujets dans l'étude de JB Morin sur Paris-Pékin? C'est une personne qui avait suivi? Tout à fait, ouais, ouais. Paris-Pékin, c'était le suivi d'un sujet sur Paris-Pékin. Et par contre, de mémoire, ils ont refait ça avec du 24 heures sur tapis roulant. Euh, avec d'autres sujets. Je pourrais pas vous dire le nombre, mais ils avaient vu les mêmes évolutions, quoi. Ouais, d'accord. Mais Paris-Pékin, c'était qu'un sujet, ouais, tout à fait. Et comment dire, pour l'asymétrie, après, est-ce que peut-être une idée ou des exemples cliniques de comment ça peut s'installer ou quelle pourrait être l'origine d'une asymétrie de Rader? Ouais, alors oui, des origines, la blessure, enfin les retours de blessure, ça c'est clair. Moi j'en ai vu et j'en vois assez régulièrement avec les médecins avec qui on travaille. On a beaucoup d'asymétries qui sont liées à des historiques de blessures. Et même je m'aperçois que sur les historiques de blessures, on a plus d'asymétrie en termes de raideur sur des blessures qui sont plutôt distales et en lien plutôt avec la cheville, et un peu moins au niveau du genou ou de la hanche. Pourquoi ça s'explique, j'en ai pas forcément la réponse, mais je vois des plus grosses asymétries sur des blessures liées à la cheville plutôt que hanche et genou. Ok, d'accord. Donc ça, ouais, ça pourrait être aussi un bon marqueur pour évaluer une rééducation. Ah, ouais, complètement, complètement. Ouais, ouais, complètement. De toute façon, moi, je pars du principe que sur l'évaluation du blessé ou du sportif qui va être blessé, le plus gros impact, c'est le changement. Oui, ce qui a été modifié, quel que soit le paramètre. Hein. Mais la raideur, en effet, sur les changements, ça permet d'avoir vraiment un bon indicateur sur quand on peut reprendre, notamment quand un côté est blessé et pas l'autre. Ça permet d'avoir voilà, le niveau de rééquilibre sur mes deux membres, par exemple. Ouais, savoir si on est revenu au point de départ quand on a la Exactement. chance de pouvoir monitorer. Exactement. Nous, en podologie, des fois, on voit les gens, on ne sait pas toujours ce qu'ils ont fait avant, mais c'est vrai que si on a la chance de travailler avec des équipes qui ont ces données-là. Complètement. Et d'autant plus qu'avec maintenant les études, c'est hyper simple de mettre en place ça, enfin même en cabinet, sur tapis, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est des applications type Runmatic, avec l'Optogate, avec le Myotest. Enfin, il y a plein de systèmes maintenant qui permettent d'avoir ces infos hyper simplement. Ouais. Et d'ailleurs, autre question, est-ce que, parce que c'est vrai qu'on voit que c'est présenté sous la forme d'un modèle masse-ressort, c'est vu de profil, est-ce que ça tient compte des déformations du plan frontal, par exemple une pronation ou un valgum de genou, des choses comme ça? Non, c'est-à-dire que ce modèle-là, il est quand même un peu restrictif. Il y a plusieurs biais, notamment, enfin, ce plan-là, notamment où on est quasi exclusivement sur le plan sagittal, mais il y a d'autres biais, typiquement le fait d'avoir qu'un point de contact, c'est-à-dire qu'on estime que le pied, il a qu'un seul point de contact au sol durant toute ma phase d'appui. Et bon, typiquement, ça peut être le cas sur des sprinters, mais sur des ultras où on a des mecs qui attaquent talon et qui déroulent bien le pied, c'est plus le cas. Donc il y a quelques biais qui rentrent en jeu, mais le fait de faire ce modèle-là, qui a été d'ailleurs adapté en 2006, ça nous permet de pouvoir mettre en place les méthodes de calcul et les algorithmes de la mécanique et de la biomécanique. Quoi. Sans ça, on pourrait faire aucun calcul. Quoi. Ouais, bah comme toujours, hein, c'est des modèles. On essaie de Exactement. toucher au mieux en simplifiant de la réalité, mais bon, il y a toujours des limites. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que j'avais d'autres ouais, j'avais vu d'autres questions tout à l'heure. Je suis obligé de les lire parce que du coup, ça ne s'affiche pas dans notre interface normale. Tac, tac. Ouais, la raideur est un moyen de suivi plus qu'un élément causal si on pense que c'est un facteur de risque. C'est-à-dire alors pour l'instant, je suis tout à fait d'accord. Mais je mets le mais parce que il y a plusieurs études et plusieurs équipes de recherche qui essaient justement de démontrer le lien entre un certain niveau de raideur et le risque de blessure. Et je pense qu'on va pouvoir tendre à quelque chose comme ça. Alors peut-être pas dans l'immédiat, mais ça pourrait venir.
Ouais, d'ailleurs, et c'est vrai qu'en parlant des blessures, alors là, c'est finalement, il n'y a pas eu tant d'études que ça dessus, mais moi, j'avais fait à l'époque mon master où j'avais étudié un petit peu la raideur aussi. Et puis, il y avait l'hypothèse que moins de raideur, c'était associé à des raideurs enfin, plus musculo-tendineuses et plus de raideur, des blessures plutôt d'impact ostéo-articulaire. Mais ceci dit, c'est vrai que ça datait un peu, c'était 2003, et depuis, je ne trouvais pas que ça avait été beaucoup repris finalement. Ouais, ouais. Je suis aussi ouais, un peu en lien avec toi avec ce que tu dis et le fait d'avoir trop de raideur, en effet, ça, on peut faire lien avec de l'impact, peut-être plus des chocs, quoi, et du coup les blessures que tu cites. Mais encore une fois, rien n'a été démontré et prouvé récemment, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait encore dans les questions? Hop, bah, une question, est-ce que des éléments de semelle modifient la posture? On pourrait même dire de manière générale, est-ce que des chaussures, différents types de chaussures, différents types de semelles, en fonction des éléments ou des matériaux, est-ce que c'est susceptible de modifier la raideur? Ouais, complètement. Alors moi, parce que je travaille aussi avec des fabricants de chaussures et de manière à caractériser leurs produits. Ça, c'est des choses qu'on a fait. Et typiquement, mais je peux citer la marque parce que voilà, mais enfin sans parler forcément des résultats, mais il y avait une chaussure Enco, je sais pas si ça vous parle, avec justement D'accord. des chaussures avec ressort, enfin hyper spécifique, pardon, mais pour qui on avait quantifié justement la raideur et on s'apercevait qu'il y avait des modifications en fonction des profils de coureurs, ça modifiait la raideur de certaines manières. Mais en effet, le chaussage peut modifier ces raideurs-là, ouais, tout à fait. Et même si on peut faire le lien, c'est-à-dire que un chaussage qui modifie ne serait-ce que mon temps de contact, eh ben voilà, il y a des chances qu'il modifie ma raideur parce que du coup, le calcul de la raideur dépend du temps de contact. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on va peut-être pouvoir parler de cette étude intéressante de JB Morin, justement, là, enfin, qui était deuxième auteur, d'ailleurs, c'est Olivier Girard qui est premier auteur, où ils ont étudié l'effet des semelles au sprint. Donc, c'était du sprint répété sur tapis roulant. Et donc là, ce qui en ressortait, c'était que la semelle permettait d'améliorer la performance, donc de sprinter plus vite, hein, en gros, parce que ça diminuait la durée de la phase de propulsion. Et par contre, ils ne retrouvaient pas de changement biomécanique associé. Donc c'est que probablement il y a des compensations qui se passaient quelque part. Et Ouais, peut-être parce que c'est vrai qu'aussi, finalement, il est très intéressant ce paramètre de raideur, mais quelque part, c'est un paramètre qui est très global, qu'on considère toute la jambe et on peut imaginer des compensations. exactement. Et exactement, encore une fois, on parle d'un modèle, donc du coup, c'est vrai que on, on a une vision plutôt macro, plutôt que micro, on va dire. Mais c'est sûr que sur des modifications de semelles et notamment l'étude assez récente là, de Jean-Benoît Morin, ça montre qu'il y a vraiment un intérêt sur cette modification de chaussage au sens large, quoi. Et Hmm. que vraiment, même si il y a une adaptation qui va se faire, c'est important de la caractériser. Et moi, je vais même au-delà de ça sur de l'adaptation, c'est-à-dire que quand on parle, par exemple, des footballeurs qui vont passer sur du synthétique à de l'herbe, par exemple, la logique voudrait que la plupart des sportifs vont s'adapter naturellement avec un même chaussage et que du coup, on devrait retrouver assez peu de différence sur de la raideur. Mais là où c'est justement important de le faire, c'est où on va avoir des modifications de raideur qui vont se mettre en place, alors que le corps, lui, serait normalement en train de s'adapter quoi, sur des si faibles modifications. Mais si là, ça change, eh ben, c'est là où il faut mettre un warning et se dire attention, il y a quelque chose qui se passe et que le corps ne peut pas compenser, justement. Ouais. Et du coup, bah, pour continuer sur les blessures, c'est vrai qu'on avait parlé de ça un petit peu avant aussi. On sait qu'il y a des changements au niveau local. Par exemple, les blessures tendineuses ont tendance à survenir chez des coureurs qui sont un peu plus âgés. On sait que chez les coureurs plus âgés, le tendon perd aussi en On raideur, est donc là. en raideur Ouais, locale. Donc, exact. il est moins capable d'encaisser la charge qu'on lui impose. Est-ce que cette diminution de raideur locale, c'est en lien aussi avec bah, la raideur générale, quoi? Ouais. Alors là, je vais, enfin, botter en touche, mais oui, oui et non. Mais moi, en fait, c'était un de mes sujets lors de ma thèse où on n'a pas pu aller vraiment jusqu'au bout et vraiment tester des personnes âgées ou des seniors entre guillemets sur vraiment cette raideur de jambe. Donc, est-ce que c'est en lien avec la diminution de raideur plus localisée? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que cette raideur de jambe, elle est pas, elle va changer au cours du temps et elle va être modifiée avec l'âge.
ça c'est certain. De là à dire comment elle évolue pour quel type de population, même si j'ai un avis, rien n'est montré, rien n'est défini, et je préfère dire je botte en touche plutôt que voilà, de donner mon avis qui n'est pas forcément le bon. Voilà. Ouais. Mais c'est sûr que cette raider-là, avec l'âge, elle est changée, elle est modifiée, c'est certain. Ça marche. Mais ouais, c'est vrai, je pense, là pour le coup, on parlait de ces raiders locales. Je pense que ce serait toujours intéressant d'avoir le comparaison des différents étages pour savoir comment ça se comporte vis-à-vis du global. Malheureusement, Ouais. c'est plus technique à mesurer. Ouais. Et c'est vrai que dans mon master dont je parlais tout à l'heure, j'avais essayé de voir s'il y a un élément podologique, en l'occurrence un coin supinateur pour les podologues qui regardent, ou un coin pronateur. Donc l'idée était de changer la position de l'arrière-pied. Avec l'idée que ça pourrait moduler la raideur, et ça n'avait pas changé. Alors bon, soit c'est parce que peut-être la correction n'était pas assez importante, ou soit c'est qu'il y avait peut-être des compensations aussi d'un étage sur l'autre. Ouais, complètement. Alors, ce qu'on sait, c'est sûr que les différents étages, quand même, ont un rôle hein, sur la raideur de jambe. Et de mémoire, faudrait qu'on reprenne une étude aussi, mais la cheville et le pied ont vraiment une importance prédominante justement sur cette raideur. Alors, le genou et la hanche jouent aussi, mais plus particulièrement le pied et la cheville. Et ça peut aussi faire le lien avec de la préparation physique, techniquement, et de se dire bah voilà, il me manque de la raideur de jambe ou de la raideur verticale, et si je travaille déjà sur de la force musculaire au niveau du pied et de ma cheville, je vais déjà être quasiment certain de jouer sur cette raideur là. Donc ça peut être aussi un élément qui peut être au profit plutôt de la préparation physique, quoi. D'accord. Là, je relevais une autre question, donc plus sur l'aspect performance. Si la raideur de jambe, c'est un facteur de performance, est-ce qu'on peut prévoir le potentiel d'un athlète en mesurant sa raideur? On peut détecter le... Non, parce que malheureusement, c'est pas la seule variable pour une performance. Donc non. La logique veut que les meilleurs ont des raideurs les plus importantes. Quand bien même, est-ce qu'ils sont les meilleurs parce qu'ils ont une raideur plus importante ou est-ce que c'est l'inverse? Malheureusement, j'ai pas de réponse à ça. Ouais, le fou la poule. Mais bon, voilà, c'est un facteur parmi tant d'autres. Mais il y en existe d'autres. Et là, alors une dernière question, c'était... la raideur mesurée sur un squat jump et ankle jump est corrélée avec différents moments de la performance à la course. Je ne suis pas sûr de bien saisir la question. Je ne sais pas, Victorien, si ça t'a parlé. Est-ce que la raideur sur saut est corrélée à la raideur sprint, en gros? C'est un peu ça ou? Ouais, bah, c'est le terme ankle jump. Je ne suis pas sûr de bien saisir. Ouais. Ok, Laurent, si tu vois, comme c'est toi qui posais la question, si tu peux la reformuler. Et sinon, non, mais sinon, à part ça, je pense qu'on avait déjà fait le tour des questions, globalement, à part celle-ci. Ok, non, bah, du coup, je vois pas d'autres questions. Bah, Laurent, Ouais. de toute façon, au pire, on pourra toujours échanger Oui. dans les commentaires. Hein, Sans problème. si on pourra répondre. Je pense Bien qu'on sûr. a fait un bon petit tour du sujet, puis on est dans le timing, là, ça fait nos 40 minutes. Parfait. Donc, en tout cas, merci Victorien pour l'intervention, c'était top. Ouais, avec grand plaisir. Hein. Merci à Forfood Solutions. Hein. Comme Merci à vous. d'habitude, vous pourrez revoir cette vidéo sur la chaîne YouTube, là, pour ceux qui l'ont raté ou si vous voulez un replay. Donc voilà, écoutez, merci à tous d'avoir regardé. Au prochain live, certainement en septembre. Et puis voilà, bonne journée à tous. Bon courage à ceux qui bossent. Salut. Allez, au revoir, à bientôt.